Bonjour, bienvenue à tous. Donc, on est regroupés aujourd'hui pour une conversation avec deux invités du thème, en fait, du numéro Brouhaha 126 de la revue Le Sabord. Donc, mon nom est Karine Bouchard, directrice générale et artistique du Sabord. Donc, d'abord, avant de présenter nos invités, je voulais juste rappeler que Le Sabar, c'est une revue de création en art visuel et en littérature. On est un quadrimestriel et c'est une revue qui propose une alliance entre littérature et art visuel, donc une rencontre entre deux arts, des correspondances, dialogues. C'est une revue qui a été fondée en 1983. On présente des auteurs, autrices francophones, artistes visuels aussi québécois, canadiens. Et donc, justement, dans ce thème, dans cette idée-là, on a regroupé deux artistes et auteurs-autrices qui ont présenté leurs œuvres justement dans le numéro 126. Et donc, pour parler un petit peu plus du 126, je vais laisser la parole à Anne-Marie Duquette, ma collègue directrice littéraire. Oui, bonjour à tous et à toutes. On est très heureuse de vous présenter le numéro sous le thème Brouhaha. Donc, ce numéro-là a vraiment été pensé à la suite du 40e du Sabord qu'on a célébré l'année dernière en 2023. Donc, on s'est dit qu'est-ce qui vient en fait après le poste? Le numéro 125 était celui du poste, de l'après. Donc, on s'est demandé, après ce 40 ans-là qu'on a voulu souligner en grand, qu'est-ce qui arrive? Donc, on a décidé de repartir, de développer les prochaines années sous le cycle de la création, des étapes du processus de création. Donc, pour l'année 2024, on voulait souligner la première étape, donc la genèse, l'idée de la création, d'où ça part, de cette effervescence-là. Donc, le numéro de cet hiver, le 126, est sous le thème brouhaha. Le prochain, qui va paraître au printemps, pardon, c'est sous le thème sororité. Et celui de l'automne sera sous le thème foudre, donc l'éclair de génie, l'illumination de la création. Donc, pour le numéro brouhaha, on l'a vraiment pensé en termes, c'est ça, d'effervescence. Donc, la première étape de la création, je le disais, est celle de l'émergence de l'idée, qui représente une temporalité, mais aussi un mouvement autre, qui est à la fois passionnant et angoissant, et assurément vertigineux. Dans un effet d'aller-retour, le chaos sonore renvoie au cœur, au centre, au soi, paradoxalement. Il engendre aussi une occasion forcée ou suggérée de plonger en soi. Mais ces tumultes rassemblent aussi le collectif, on le verra au cours des pages. Ils invitent à écouter ce qui se trame dans les mouvements, à comprendre la porosité entre soi et les enjeux sociaux, entre soi et les espaces publics, à faire l'expérience de diverses formes du chaos. S'agit-il de créer son propre brouhaha pour l'inscrire dans le monde ou de contrôler le brouhaha pour une société plus démocratique en devenir? S'agit-il de sortir des éléments de ce brouhaha pour mieux se comprendre? C'est un peu toutes ces questions que pose le numéro. Merci Anne-Marie. Dans le numéro, on doit rappeler qu'on présente 12 auteurs et autrices et qui, justement, seront représentés un petit peu plus par Anne-Marie tout à l'heure, et 6 artistes au sommaire, dont Anaïta Nourouzi et El Tracteur, qui est un collectif composé de Boris Firquet, David Michaud et Fabrice Montal. Il y a aussi Julie Faubert, Sandra Volny et Pamela Dodds. Aussi, bien sûr, parmi nos artistes, nous avons Rémi Béliveau, qui est aujourd'hui parmi nous. Donc, bonjour Rémi. En fait, on va s'entretenir avec Rémi, mais avant, je vais juste vous lire un peu sa biographie. Donc, Rémi Béliveau est une artiste interdisciplinaire et une musicienne acadienne originaire de Béliveau Village. Son travail artistique déconstruit et reprogramme les fondements, les structures et les imaginaires de la culture acadienne à laquelle elle appartient. Elle a présenté ses œuvres dans plusieurs événements et expositions, dont la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen de l'Université de Moncton, la Galerie d'art Beaverbrook et plus récemment à la Momenta Biennale de l'image. En 2021, elle a été nommée finaliste atlantique du prix Sobé pour les arts. Et donc, bien d'autres choses aussi, mais Rémi pourra nous en parler tout à l'heure. Et donc, il y a aussi la présentation de Marie-Ève Kingsley que je laisse Anne-Marie. Oui, d'abord, j'aimerais juste mentionner qu'au sommaire du numéro, du côté de la littérature, on a un texte de Maxime Poirier-Lemelin, un texte aussi de Sarine Demirjian, un autre de Joël Bégin, un poème d'Inès Coville, pardon, un autre de Alix Paré-Valran. On a aussi une nouvelle de Virginie Lachapelle, un poème de Maude Lafleur, un autre de Benjamin Lachance, une nouvelle de Violaine Forêt. Et finalement, on a aussi le texte de Marie-Ève Kingsley qui est avec nous aujourd'hui.
Donc, Marie-Ève Kingsley termine un baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal en études littéraires et féministes. Elle s'intéresse au rapport entre le langage, la littérature et les corps marginalisés dans une optique intersectionnelle. Elle œuvre dans le domaine de l'édition depuis près de 3 ans. Elle a dirigé l'ouvrage 11 brefs essais queer aux éditions Somme Toute en 2023 et elle y signe également un texte. Elle a publié quelques écrits dans des revues telles que Posture ou Nix. Elle signe donc dans le numéro 126 la suite poétique Pensée à Faune et est présente avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bienvenue à vous deux, Marie-Ève et Rémi. Donc, avant de commencer dans le plus vif du sujet, on voulait peut-être parler un petit peu plus d'une introduction à votre travail. On se demandait qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ou de créer des œuvres visuelles. Quel est votre parcours, en fait, et qui vous a mené justement à qui vous êtes aujourd'hui? Donc, peut-être Rémi. Oui, merci pour l'invitation. Moi, je suis d'origine acadienne, puis, comme vous l'avez nommé, puis ça n'a pas nécessairement toujours été une force motrice dans ma recherche ou mon travail, mais depuis presque 10 ans maintenant, je pense que ce que je fais, je cherche beaucoup à faire connaître la culture acadienne, communiquer une réalité acadienne que peut-être les gens de l'extérieur ne connaissent pas ou que chez nous, les gens ne réalisent pas. Ça vient avec toutes sortes d'enjeux politiques, territoriaux, identitaires. Nous, on est dans un non-lieu. L'Acadie, c'est un lieu qui n'existe pas sur la carte. Mais ça a plus ou moins les frontières de Mi'kma'ki, qui est le territoire ancestral du peuple Mi'kmaq. Puis d'ailleurs, moi, je suis présentement à Montréal sur le territoire Gayengahaga de Tiohtià:ke. Euh, Fait que voilà, je veux dire, pour n'importe quelle communauté qui habite un territoire, il y a des enjeux. Pour n'importe quelle communauté qui revendique une identité, il y a des enjeux. Puis chez nous, il n'y avait personne qui parlait vraiment de ça, du moins pas tant dans les arts visuels. Puis l'art actuel, ça permet vraiment une pluralité d'approches qui fait que dans mes projets, moi, j'ai le goût de rassembler, puis il y a un paquet de gens talentueux, talentueuses chez nous. Mes projets souvent vont jouer dans d'autres disciplines comme la musique, l'histoire, puis le cinéma, etc. Ça fait que c'est ça. Moi, je pense que j'essaie de rassembler les gens autour des questions d'acadienneté. Puis de plus en plus, je fais ça basculer dans des questions d'identité queer parce que l'acadienneté, pour moi, c'est une forme de queerness, c'est quelque chose qui existe entre deux pôles, qui implique une forme d'hybridité. Ça fait que, voilà, c'est un peu les morceaux dans le casse-tête. Merci Rémi. Puis effectivement, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure là, de ton alter ego John Dularge qui représente bien, entre autres, ça. Mais je pense qu'effectivement, dans ce que tu viens de nommer, ça transparaît dans ton œuvre qu'on va parler plus tard, là, l'an premier live à Beaubassin. Donc, la dynamique acadienne et queer en même temps. Donc, et de ton côté, Marie-Ève, qu'en est-il? Qu'est-ce qui t'a amené à créer, à écrire? Surtout dans ton cas, c'est probablement plus écrire que... Oui, c'est plus écrire, effectivement. Je veux juste dire à Rémi que ce qu'elle a dit, en fait, ça me rejoint énormément. L'aspect politique de l'art, c'est-à-dire, moi, pour ma part, dans l'écriture, est très présente. Mais si je veux vraiment parler de la genèse, moi, quand j'ai lu la question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? En fait, moi, c'était pas nécessairement une envie, là, sans rentrer dans le cliché. Trop. Moi, c'était vraiment une nécessité. L'écriture, j'ai envie de dire que c'est ma survie. Puis quand j'étais petite, ma mère m'achetait des paquets de cahiers Canada pour l'école, mais je les remplissais avec ce que je disais qui étaient mes romans. Donc, j'écrivais des histoires là-dedans. Je viens moi aussi du non-lieu de l'Acadie. C'est un drôle de hasard qu'on soit tous les deux là, Rémi, pour ça. Mais moi, c'était les îles de la Madeleine. Donc, tu sais, le rapport au vent, je sais qu'on va en parler plus tard, mais le rapport entre le corps et l'espace et tout ça. Donc, moi aussi, ça m'a beaucoup touché les questions d'identité.
dans l'écriture, c'est vraiment un de mes moteurs, un de mes noyaux aussi pour l'écriture. Donc, en gros, c'est ça. Excellent, merci beaucoup à vous deux. Justement, plongeons-y dans cette question-là, si ça vous plaît. J'aimerais savoir, dans vos deux œuvres, en fait, vous avez abordé le brouhaha, mais qui est comme performé, qui est émis. C'est pas un brouhaha ambiant. Donc, j'aimerais vous entendre un peu sur cette question-là, puis sur les sons en général. Est-ce qu'ils occupent une place importante dans votre création plus en général? Et qu'est-ce qui vous permettent? Marie-Ève, on t'écoute. Ben, en fait, d'abord, moi, je suis une personne hyper sensible, surtout pour ce qui est des sons. Euh, Comme par exemple, pour ce qui est de mon contexte de création, euh, moi, j'ai deux moods, si je peux dire ça comme ça. Soit que je vais créer dans un silence le plus total possible, donc ça va être les bouchons dans les oreilles et le silence, ou soit que je vais mettre de la musique, mais sans parole, ou de la musique vraiment intense qui va venir chercher une espèce d'euphonie qui va presque me guider dans mon écriture, comme là, d'arriver dans cette discussion, j'écoutais du Tanya Tagaq. Euh, Juste sa voix, les chants de gorge et tout ça, ça vient vibrer vraiment dans le corps, tu sais. Puis moi, ça, c'est un moteur qui m'aide beaucoup dans ma création. Ce serait pas mal ça mon rapport au son pour ce qui est de la création, parce que, bon, je gratte un peu la guitare, mais je ne suis pas une compositrice de musique. Donc, ouais, pour l'écriture, ça ressemble à ça, le silence total ou une euphonie, quelque chose dans la recherche de l'euphonie. Mais je me permets de te relancer, Marie-Ève, mais dans Oui, les thématiques aussi de Penser à Fun, le son est très présent. Est-ce que c'est oui. propre à cette suite-là ou c'est quelque chose qui traverse ton œuvre en général? Ben, je pense que c'est pas mal propre pour ce qui est du thème brouhaha, c'est très propre à celui-là. C'est pas un thème qui est vraiment, c'est pas quelque chose que j'explore sinon tant que ça dans ma création, les bruits. Je vais explorer beaucoup l'hypersensibilité, les sens et tout ça, mais pas que le brouhaha. Tu sais, il va y avoir les sens. Ouais, je suis peut-être plus dans les motifs, les sentiments et tout ça que dans les sons, je dirais. OK, merci. Rémi, de ton côté, comment ça se traduit le brouhaha et les sons dans ta création? Ben, je pense que surtout dans ce projet ici, Joan du Large, qui est une simulation historique d'un groupe de musique prog rock acadien qui n'a jamais existé. Euh, on est définitivement dans la sonorité, ne serait-ce que c'est de la musique. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de chez nous parce que c'est quelque chose qui demeure fragmentaire. Même s'il y a eu des grands moments de soulèvement, puis les années 70, pour moi, c'est comme fin 60, début 70, c'est un moment qui m'intéresse énormément parce que c'est toute la génération des baby boomers un peu hippies qui ont vraiment transformer comment on comprend l'Acadie aujourd'hui. Puis, il y a eu énormément de manifestations, puis de résistance politique, puis on s'est levé debout contre l'injustice, etc. Puis, avec le projet de John Dularge, puis son groupe de musique, j'ai voulu un peu incarner ce discours-là. Ça fait que j'ai comme l'impression que je suis dedans comme l'écoute d'un écho de brouhaha, un brouhaha qui a réellement eu lieu dans les années 70, puis que les réverbérations euh, bougent encore des particules aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que ce projet-là, il a lieu dans un site historique, c'est le Fort Beau-Séjour, qui est un site de Parc Canada, qui est aussi le lieu où la déportation des Acadiens a été un peu officialisée. Je veux dire, les événements qui se sont produits là ont amené le gouvernement britannique à déporter mes ancêtres. Puis, le groupe de John est aussi dans l'écho de ce brouhaha-là. Tu sais, ça fait que c'est comme un écho, par définition, c'est ça que c'est. Je veux dire, ça écho constamment, puis ça se
ça se perpétue dans le temps. Ça fait que je pense que dans le contexte de ce projet ici, ça se traduit comme ça. C'est la sonorité des gens qui se soulèvent. C'est aussi la sonorité d'un traumatisme, puis de la violence. Euh, Puis avec la musique, ben, tu sais, il y a moyen de rendre ça beau. Puis euh, avec les paroles, il y a moyen de communiquer un message, puis de complexifier la chose. Ça fait que, ouais, je pense que. Ça, si je reprends la balle au bon, dans le fond, Rémi, on parle bien du projet là, l'an premier Live à Beaubassin, qui est en fait comment dire, une reprise à quelque part de Live à Pompéi du groupe Pink Floyd, entre autres. Hmm. Puis en fait, tu l'as bien nommé, le projet amène à penser le brouhaha à quelque part selon un certain chaos, morcellement ou éclatement qui a eu lieu là, à la suite de guerres, de conflits. Il y a ça, je pense aussi. Dans l'idée de brouhaha, il y a toute cette notion-là de commencement aussi, puis c'est ça, de chaos qui mène à quelque chose de plus organisé par la suite. Je pense que tu nous en as dit quand même beaucoup, mais si on parle de brouhaha en termes de commencement aussi, il y a toute une grosse partie liée aux archives dans ta démarche. Donc, il y a, ben, lié aux archives, pas, en fait, oui, c'est ça, d'aller refouiller, en fait, ce qui s'est fait, donc autant au niveau des musiciens acadiens qu'au niveau des figures importantes. Est-ce que tu pourrais en dire davantage un peu sur ce pan-là? Au niveau du lien entre brouhaha, commencement et archives liées à l'an premier, là, ton œuvre. Mais je trouve que la question de commencement dans le contexte de mon travail est un peu trouble juste parce que la temporalité de mon travail est trouble. C'est toujours des passés qui sont toujours en cours ou des futurs qui ont déjà eu lieu. Ça fait à quel point que c'est un début puis que c'est quand la fin. Commencement, pour moi, ça devient très flou à ce moment-là. Mais les archives, pour moi, dans la création, c'est définitivement un début. C'est comme un peu c'est le springboard de mes projets parce que je me permets aussi énormément de fiction dans les genres de simulations historiques que je crée. Mais je mets beaucoup d'efforts pour essayer de les faire passer comme la vérité. Ça fait que les archives, c'est des points d'ancrage dans l'histoire qui fait que euh, je m'agrippe à quelque chose qui, on suppose, est réel. Déjà, l'archive, c'est aussi une bébête complexe qu'on pourrait problématiser. Mais ça, moi, ça me lance vraiment dans des pistes arborescentes de recherche qui donnent des projets avec beaucoup de couches puis qui deviennent des fois un peu complexes. Euh, mais j'essaie toujours d'avoir le souci de rendre ça agréable. Dans ce contexte ici, on parle de musique, ça fait que je veux que les gens puissent juste écouter la musique aussi. Mais voilà, comme piste de début, les archives, c'est ça, le brouhaha, c'est quelque chose qui arrive en collectivité, forcément. Puis, dans l'histoire, ça laisse des traces. Ça fait que euh, c- ces traces-là, c'est les archives, justement. C'est intéressant. J'aimerais rebondir sur cette notion-là aussi du temps, de la temporalité qui est comme qu'on devine un peu cyclique là, par cet effet d'écho là. Puis je la retrouvais aussi beaucoup dans ta poésie, Marie-Ève. J'aurais aimé ça t'entendre justement sur le lien entre brouhaha et temps. Par exemple, là, vers la fin de ton poème, c'est écrit: Le brouhaha ne peut diluer mes songes, seulement en transporter les échos vers le point de bascule, le renversement. La foule veut changer de peau. Donc, il y a cette idée-là, je trouve, de petite cyclicité qui tend vers quelque chose qui culmine, mais qui quand même retourne. Donc, je serais curieuse de de t'entendre là-dessus. Oui, ben les temporalités autres, comme le disait Rémi, sont très, très, très présents dans mon écriture, mais aussi dans euh, mon rapport à l'écrit, mais aussi dans ma création. Euh, le temps cyclique, les fragments. Puis, j'ai un peu de misère à parler du temps, justement. Je rejoignais beaucoup Rémi là-dedans, comme pour ce qui est du brouhaha comme commencement. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce thème-là, c'est que je suis allée chercher un peu presque l'évitement
du brouhaha. Un peu comme il y a Pamela Dotz qui fait aussi oui, c'est ce qui est intéressant avec brouhaha, c'est qu'on peut aussi parler de son évitement, on peut aussi parler du silence. Moi, je commence en cherchant un silence, puis je finis en trouvant un, tu sais, dans ce poème-là, dans cette suite poétique-là. Donc, oui, ça fait cercle, ça fait circularité plutôt que linéaire. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui n'a pas de bout, qui n'a pas de finalité en soi. Ce qui fait aussi que ça peut sembler être linéaire, parce qu'il n'y a pas de résultat. Tu sais, je veux dire, dans un temps cyclique comme ça, on parle d'écho, on parle de reflet, le rapport à l'espace aussi. Moi, il y a beaucoup de bruit, de sons, de brouhaha qui vient de l'espace, de la nature, mais aussi euh, beaucoup la relation entre les aspects, comme par exemple, le vent ne va pas faire un bruit tout seul par lui-même, mais il va faire un bruit, mettons, en relation avec les feuilles dans un arbre. Puis il y a un nom pour ça, ça s'appelle le psirutisme. Puis ça, c'est des petits sons sur lesquels je m'attarde puis qui vont beaucoup m'influencer puis m'inspirer dans mes créations. Puis ben, je m'éloigne de la notion de temps, mais c'est parce que j'ai pas vraiment grand-chose à dire de plus là-dessus que ouais, les temps autres, les temps qui sont non linéaires, c'est quelque chose assurément intéressant à creuser. Merci, Marie-Ève. Ben, peut-être, en fait, je sais que c'est Anne-Marie qui allait donner le go pour la lecture, mais on dirait que là, j'aurais envie d'entendre un peu une partie de c'est ça, de ce poème-là, en fait, de cette poétique-là. Donc, si c'était possible de nous lire peut-être un petit passage de Pensée à Fun qui se retrouve dans le numéro. Mhm, Dans le fond. avec Donc, plaisir. on te laisserait choisir le passage comme tel. On t'écoute. Oui, donc justement, silence. La question restait souvent la même. Qu'entends-je exactement quand je pense? J'avais la nette impression d'être hors matérialité, hors temporalité, hors syntaxe, pas même au verso de quelque chose, comme si j'avais été réversible et que, de l'autre côté de moi, pas même le silence m'attendait. Existe-t-il un son précis de la pensée? Quand j'ai voulu saisir la couleur de mon cri, je me suis butée au bourdonnement des consciences. Ça a toujours chanté l'hiver dans le creux de ma paume, un goût de froid. J'ai voulu comprendre le monde en le prenant à l'envers, à partir d'une posture autre que l'imposée. Ressentir l'existence par l'euphonie, suite pour violoncelle, seul numéro 1 en sol majeur, la prélude de Bach. Sifflement. Ici, mauve et translucide, le vent siffle, il transpire une faille. J'entre sans invitation dans l'interstice. Je suis le trait d'union entre mon nom et le sien. Ici, le vent change de couleur au gré de sa force. Aujourd'hui, il lance ses saccades de crépitements, de rasades mélancoliques. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'est vraiment intéressant d'avoir la couleur, d'avoir une idée de la couleur. Je me permets tout de suite de rebondir sur l'extrait parce qu'on a parlé un petit peu du lien avec la temporalité et le brouhaha et les sons, mais j'aimerais aussi t'entendre sur le lien à l'espace il était particulièrement mis en valeur dans cet extrait-là. Donc, dans Penser à Fun, le brouhaha est issu des corps. On l'a vu, sifflement, ben, le silence, mais on a aussi huée, sanglot. Donc, c'est vraiment des sons produits par le corps. On a aussi chuchotement. Mais il est aussi intimement lié à l'espace. Donc, on a parlé du vent, on a parlé du lieu où le vent change de couleur. Il y a aussi le lieu qui retient à un moment. Donc, je me demandais en quoi ces motifs-là sont liés pour toi. Oui, le lieu qui retient, j'aurais pu parler aussi de la gravité, mais en fait, c'est comme la métaphore et l'image qui m'est venue sur le coup. Mais en fait, c'est une question quand même assez intéressante, assez complexe parce que le corps, pour se mouvoir, doit
être dans un espace et je pense que le corps a le pouvoir de transformer l'espace, mais l'espace a aussi le pouvoir de transformer le corps. Je pense que c'est une relation. Tout se joue dans la relation. Puis souvent, on pense aussi qu'on écrit seul, mais on écrit vraiment avec ce qu'on est allé chercher justement de nos espaces, autant les bruits, les affects. Euh, donc, oui, le corps lance ses bruits, ses sons dans l'espace. Souvent, ça va jouer comme un écho, comme on l'a déjà dit, mais comme ça peut être comme un reflet aussi, une vibration. Puis, ben, ça revient au corps de l'espace, ça revient au corps également. Donc, on parlait de l'aspect cyclique tantôt. Je pense que le rapport à l'espace et au corps aussi est très cyclique. Euh, Souvent, on est des êtres de langage, les êtres humains, que ce soit par parole, par pensée ou tout autre langage, l'art. Euh, c'est dans l'espace qu'on va se déployer et qu'on va se faire sujet avec soi, les bruits, les gestes. Donc, ouais, ça serait ce que j'aurais à répondre pour le moment là-dessus. Merci Marie-Ève. C'est intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur aussi sur dans le travail qui a été présenté dans le numéro. En fait, Rémi, justement, si on fait le parallèle, dans l'an premier, en fait, moi j'aurais envie, parce que c'est quand même en fait, c'est un long métrage assez complexe, il y a différentes couches. Euh, Est-ce que tu pourrais nous le décrire, juste nous décrire l'œuvre, voir qu'est-ce qu'on voit, premièrement? Euh, fait que le défi en ce moment, c'est de faire une description visuelle, hein? Tu veux pas que je t'explique le projet? Exact. Ben, en fait, les deux seraient intéressants, Les mais deux? description OK. visuelle ou juste effectivement, quelle est l'expérience d'un ou d'une visiteur qui va assister à la projection de cette œuvre-là? OK. Ben, le film est, comme tu l'as dit, une reprise un peu du film Live at Pompeii de Pink Floyd, réalisé par Adrian Maben, dans lequel on voit le groupe jouer dans les ruines de l'amphithéâtre de Pompéi. Puis ce qui m'intéressait dans ce film-là, c'est que dans les ruines de l'amphithéâtre, tu as le groupe avec pas de public, mais on a l'impression qu'il y a quand même un public. On est tellement conscient de ce qui a eu lieu à Pompéi avec l'éruption du mont Vésuve que le spectatoriat, c'est vraiment les fantômes de tous ces gens-là qui ont péri. Ça fait que moi, cette mécanique-là m'intéressait énormément, surtout que moi, je viens de Memramcook, qui est juste un petit village acadien à 20 minutes de Moncton. Je suis presque sur la frontière de la Nouvelle-Écosse, puis le Fort Beau-Séjour, c'est un lieu que moi j'ai fréquenté quand j'étais enfant. Le Fort Beau-Séjour, c'est une ruine aussi, puis moi j'ai voulu aller faire un peu la même chose que Pink Floyd, mais je savais que les fantômes allaient être différents. Ça allait être les fantômes de mes ancêtres, ça allait être le fantôme des troupes britanniques, des guerriers Mi'kmaq. Tu sais, dans le brouhaha de la guerre coloniale, il y a eu beaucoup de victimes, puis il y a eu peu ou pas de gagnants. Ça fait que le film a lieu dans les ruines. On voit un groupe de musique vraiment à la 70s, l'année 1970, c'est l'été. Tout le monde est en tenue d'époque, ça fait qu'il y a vraiment un désir d'essayer de simuler puis de même truquer l'archive au point où le film est tourné en numérique, mais avec une bonne beurrée de grains de pellicule. Ça fait que même sur les cartels, moi souvent je vais dire que c'est de la pellicule numérisée, comme si que c'était une bobine que j'avais trouvée dans une vieille boîte poussiéreuse. Puis on voit le Fort Beau-Séjour, qui est un site magnifique. Vraiment, si vous avez la chance d'y aller, je vous invite à. C'est gratuit, puis ça n'a pas l'air de rien vraiment quand tu arrives là. Puis tout d'un coup, ça ouvre sur l'isthmus de Chignecto, qui est vraiment le début de la baie de Fundy. Puis au loin, on voit la rivière Missagwesh, qui est le lieu où le Fort Lawrence était. Il y a une plaque maintenant qui commémore le lieu, mais c'était le fort britannique. Fort Beau-Séjour, c'était le fort français.
Puis, ce qui reste aujourd'hui, je veux dire, ça a été énormément transformé puis rénové par Parc Canada, mais le genre de squelette de pierre qu'on voit, c'est somme toute ce qui était là en 1755, cette semaine-là du 3 juin au 16 juin, quand le siège du fort a eu lieu. Puis, c'est un groupe de musique qui joue dans le milieu de ce fort-là. C'est un phare en étoile. Il y a sûrement un terme technique de guerre là, militaire à utiliser. Quand tu le regardes d'une vue aérienne, ça a l'air d'une étoile, puis nous, on est dans le milieu. Puis derrière nous, il y a vraiment le mur d'affront où il y a des trous pour mettre les carabines puis les musquets. Puis c'est entrecoupé de sessions d'enregistrement dans un studio analogue où tout est dans l'ambiance de la boucane de cigarettes parce que tout le monde chain smokait des clopes à ma demande. Puis voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Je pourrais parler de qu'est-ce qu'on entend, mais peut-être que ça serait une autre question. Effectivement, ça pourrait être une autre question, parce que j'allais dire, c'est ce qu'on voit, effectivement, c'est pas nécessairement ce qu'on entend. Il y a comme une double relation entre l'aspect très euh, comment dire, ben, oui, très militaire, on va dire, du visuel versus la musique qui rappelle les années 70. Donc, c'est... Mais oui, on pourra garder ça. En fait, ça me fait rebondir sur une chose. Marie-Ève, dans ton cas, en fait, si on a parlé de qu'est-ce qu'on voit dans le travail de Rémi, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on imagine voir, en fait, dans ton texte? Ah, wow, vous avez des bonnes questions. Ben, en fait, tu peux détourner la question aussi puis répondre en fonction de ce que toi tu Ouais, veux, hein. oui. C'est pour ça que les gens font. Ben, en fait, je dois vous dire déjà que j'ai trouvé que vous avez vu très, très juste en mettant mon texte en relation avec le travail de Sandra Volny, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est super politique en même temps d'être magnifique. En fait, j'ai trouvé vraiment impressionnant le fait que, ben, autant dans mon poème que dans son travail, à la surface, il y a une espèce de silence qu'on veut percer, mais qu'on veut aussi essayer de régler en tant que problématique. Donc, il faut creuser pour écouter, pas nécessairement pour entendre parce qu'on entend, mais pour écouter, comme pour la crise, on la voit, on sait qu'il y a une crise, mais pour vraiment arrêter de l'entendre et vraiment s'y attarder, euh, il faut creuser. Puis je trouve que les œuvres de Volney, c'est vraiment une crise des glaciers, des sons qui ont façonné une œuvre. Un peu comme on peut dire que ben, on parlait d'espace tantôt, mais on peut dire aussi que les sons, pour moi, dans mon cas, l'écriture va façonner également le corps et le sujet. Donc, je voyais vraiment un très, très beau parallèle entre les deux, oui. Puis j'ai trouvé ça absolument magique que Volney nous fasse voir les sons. Moi, je pense pas qu'on puisse voir ou entendre les sons dans ce que j'écris. Je pense que moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu teinter ou faire ressentir, donner à ressentir dans cette suite poétique-là, c'est vraiment l'hypersensibilité par rapport aux sons, certes, mais aussi par rapport aux odeurs. Je mélange beaucoup les sens. On va pouvoir goûter l'hiver, on va pouvoir entendre une fatigue. Tu sais, je veux dire, j'essaie de rendre les frontières poreuses ou même presque inexistantes entre les sons, entre les corps et l'espace, puis entre les corps, la temporalité. Donc, le brouhaha, c'est d'abord une recherche de silence que je donne à lire, à ressentir, à voir. Mais c'est aussi le fait qu'il faut composer avec dans toutes ses formes. C'est pour ça, donc, c'est qu'il y a sifflement, gémissement, éclat, sanglots et tout. Euh, ouais. Merci, Marie-Ève. Ben, je me permets de rebondir encore là parce que je trouve ça intéressant parce que vos deux œuvres comportent, il me semble, cette dimension-là d'abolition de cette frontière-là entre le corps, l'intérieur et l'environnement, mais avec des effets
dans un mouvement quand même inverse. Marie-Ève, j'ai l'impression que c'est beaucoup tourné, c'est ça, vers l'intérieur, mais tout en préservant cette porosité-là qui permet d'influencer. C'est beaucoup de prêter l'oreille à ce qui se passe à l'intérieur dans la minutie, alors que Rémi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'effervescence du bagage historique qui transperce plutôt de l'extérieur. Je ne sais pas si vous percevez ce mouvement-là, et ce que vous en pensez respectivement. Ben, moi, il y a peut-être la dimension ajoutée puis j'aurais pu le dire dans la description. La personne qui est en tête de ce groupe-là, c'est Joan Dularge, qui est un alter ego que moi j'incarne. Puis Joan, ben, tu sais, pour 1970, tu parlais de non-binarité, non, mais c'est une personne qui est dans une fluidité de genre. Puis cette dimension-là dans le projet, ça a une composante peut-être plus intime vers l'intérieur parce que c'est un reflet de moi. Quand j'interviens devant la caméra puis que je parle de la féminité que j'ai dedans moi, puis tout ça, ben c'est moi qui parle au travers de Joan. Ça fait qu'il y a comme. Je pense que on se rapproche peut-être même plus qu'on le penserait, moi puis Marie-Ève, parce que la dimension historique, c'est plus de l'ordre de la métaphore, comme je l'aborde réellement. Mais avec ce projet-là, j'avais vraiment le souci de parler de transitude, euh, surtout dans l'ère qu'on est dedans, avec tout le backlash qui se passe partout dans le monde face à ces identités-là. Euh, pour moi, la dimension historique est importante, puis les gens, je veux qu'ils la comprennent aussi de façon littérale, mais ça devient aussi une métaphore pour une genre d'hybridité. Quand Maria parlait de frontières poreuses, moi, c'est ma religion. Ça, c'est comme la porosité des. Je pense que c'est la religion de n'importe quel discours queer. C'est de vraiment dissoudre les lignes qui nous divisent, puis les identités qui nous causent. Euh, Ça fait que je pense qu'au niveau de nos projets, on a tous les deux ce désir-là. C'est intéressant parce que justement, on se pose beaucoup la question en fait, à travers le savoir, quelles sont les relations entre art visuel et littérature? On se pose beaucoup la question, puis on se rend compte que l'un, une discipline aide à l'autre parce que, et vice-versa, parce que souvent, euh, le thème, par exemple, dans ce cas-là, brouhaha, est abordé vraiment de façon différente chez les artistes en art visuel, puis chez les littéraires. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de ponts à faire, puis vraiment des recoupements très politiques aussi. Donc, en fait, c'est ça, j'ai l'impression, c'est plus un commentaire qu'une question là, dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est peut-être une des premières fois où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a autant de, de cohérence, en fait, entre les discours art visuel littérature. Est-ce que vous voudriez commenter là-dessus davantage? Oui. Ben, en fait, moi, je trouve que déjà, l'idée d'hybridité, c'est une très belle façon de rendre ces frontières-là poreuses. C'est une belle façon aussi, comme Rémi le disait, euh, d'abolir les frontières qui nous causent, qui nous divisent, mais c'est aussi une belle façon de... je m'excuse, ce bruit-là vient de me faire peur. Oui, c'est ça, j'allais dire. Je m'en allais vers la binarité, en fait. L'hybridité des arts, que ce soit les arts visuels, la littérature, la musique, la photographie, la peinture et tout ça, moi, je trouve que c'est une belle façon aussi d'abolir la binarité. On parle de frontières, de cases et tout ça, mais moi, je suis beaucoup aussi dans là, c'est encore une fois, je vais utiliser une métaphore, mais le cosmos. Tu sais, je trouve notre mode de pensée euh, dans notre société est très, très binaire. C'est chaud, c'est froid, tu sais. Donc, c'était pour ajouter à ce que Rémi avait dit, c'est qu'on vient aussi abolir cette idée que le monde doit être vu ou réfléchi, écrit ou pensé seulement en quelque chose et son contraire ou dans la binarité. Euh,
Oui, puis ben, les deux médiums sont très différents, les cadres sont différents, mais justement, si on va au-delà de ces cadres-là, si on les rend moins rigides, je pense que tout ça peut se rejoindre. Fait que oui, c'est vrai que c'est un beau hasard là, qu'on ait des ponts comme ça à ce point-là avec Rémi. C'est Tout ça à que j'aurais fait. eu à rajouter là-dessus. Et Rémi, de ton côté, Tu as relancé la question parce que moi, j'ai momentanément disparu c'est de la vrai. question. Ouais. C'est que, en fait, effectivement, on essaie au Sabord de créer des ponts entre littérature et art visuel. Et pour, en fait, une des premières, ben, pour une des premières fois, dans le sens où c'est souvent, on se rend compte que le thème n'est pas abordé de la même façon, il n'est pas compris de la même façon, ou du moins vécu de la même façon chez les littéraires que chez les artistes visuels. Et dans votre cas, en fait, on vous entend parler, tout ça, puis on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de ponts qui se créent. Puis effectivement, comme Marie-Ève l'a amené, c'est peut-être cette notion-là d'hybridité, en fait, déjà à la base dans vos projets qui amène cette ouverture-là, autant au niveau du politique qu'au niveau du sonore, en fait, là, dans vos œuvres. J'ai l'impression que c'est ça qu'il y a un décloisonnement, en fait, qui se fait d'emblée. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette question-là d'hybridité, Rémi. Euh, mais non, pas tant, mais peut-être, je pense que j'ai entendu avant de disparaître la question des disciplines. Puis, c'est sûr que les frontières entre les disciplines, je pense, sont de plus en plus ambiguës. Puis peut-être surtout en art visuel. Euh, moi, pouvoir travailler avec des musiciens puis des musiciennes, des équipes de cinéma dans un contexte d'art visuel, ça me permet tellement plus que si j'étais prise dans une discipline. Tu sais, j'ai étudié à la base, moi, des années passées, les arts d'impression, euh, qui m'a amené à réfléchir à la documentation, puis les archives, puis voilà, je suis rendu vraiment ailleurs aujourd'hui, mais euh, je serais pas mal plus limité si je serais pris à travailler uniquement dans une discipline. Puis il y a pour plein de gens, ça fonctionne très bien, ça. Mais pour moi, j'avais tellement le désir d'aller vers d'autres choses, puis de rendre plus flou ces frontières-là, ça me l'a permis. Ça fait que, voilà. C'est ça, donc ton travail est déjà interdisciplinaire à la base, là. Ouais, merci. Oui, je l'incarne par la méthodologie autant que par les thématiques abordées. On n'en a pas montré encore beaucoup, mais juste quelques visuels du travail de Rémi dans la revue. Donc, il y a cette page-là qui est au début. Puis, il y a cette double page-là que moi, je trouve Mhm. magnifique, puis qui donne une idée un peu du Fort Beau Séjour là, dont il était question. Et du grain aussi de l'image. Moi, je pensais vraiment que c'était fait pas numérique, là, analogique, Mhm. ces images-là, parce que c'est vraiment bien rendu. On a vraiment, ça donne vraiment le Ouais. sentiment du En projet. fait, l'image que tu viens de pointer, puis l'image de la page précédente, c'est des photos. Ça, c'est des images par Annie-France Noël OK. qui était à la caméra, mais qui était aussi photographe de plateau. Euh, Encore une fois, ça, c'est Annie-France dans son studio, alias Winifred B. Lantin, qui était son alter ego. Euh, Elle, c'est une de mes meilleures amies, c'est une amie de longue date, puis je l'avais invitée à prendre des photos pendant pas mal toutes les manifestations devant la lentille. Ça fait que il y en a des vrais grains, là. Il y a des Polaroids là-dedans, il y a du 35 Hmm. mm. Mais par curiosité, Rémi, il y avait combien de personnes sur le projet? On dirait qu'à chaque fois, il y a des gens qui se rajoutent. Ben, si que vraiment la journée avec le plus de gens sur le plateau, on était 12, je pense, mais tu sais, il s'ajoute à ça des lieux, des collaboratrices. Parc Canada, il y avait des gens à Parc Canada au Fort Beau Séjour qui étaient magnifiques avec qui j'ai travaillé. Juste leur équipe, ça s'est rendu jusqu'à Ottawa pour les permis et tout ça. Ça fait que ça se démultiplie à être beaucoup, beaucoup de gens avec qui j'ai ultimement dû travailler de près ou de loin. Mais comme mon équipe, c'était vraiment peut-être une dizaine de personnes au quotidien sur un tournage de peut-être somme toute 2 semaines. Mais Incroyable, c'est quand même énorme comme équipe, mais le projet aussi est énorme, on le voit. Le temps file encore et toujours, mais j'aimerais vous entendre pour terminer sur vos projets à venir.
Donc, Rémi, on a vu qu'il y avait beaucoup d'hybridité dans ton travail. Est-ce que tu vas continuer cette hybridité dans les formes artistiques pour les prochains projets? Mhm, oui, tout à fait. J'ai l'intention de poursuivre cette histoire-là de Joan. C'est déjà le deuxième chapitre dans une recherche plus large. Le premier chapitre, c'était Jean du large. Et là, il y a eu la transgression queer de Joan. Mais je vais prendre une pause pour quelques années. Puis là, en ce moment, je m'oriente, je suis vraiment au début de la recherche, mais je m'oriente dans une sphère beaucoup plus fantastique que ce que j'ai fait par le passé. Souvent, moi, j'essaye vraiment de tromper, truquer, falsifier la documentation pour que les gens y croient réellement. Cette fois-ci, ça va être vraiment de l'ordre de presque du sci-fi. Ben non, plus du fantastique. Je vais vraiment pas aller dans les détails parce que ça va pas sortir clair, parce que c'est pas encore clair dans ma tête, mais c'est comme un genre de hybride en histoire acadienne, religion populaire, pour ne pas dire magie païenne, Sailor Moon, animé, ma jeunesse. Voilà. Non, mais là, on veut en savoir plus, c'est ça. Non, mais je vais pas te faire rentrer dans les détails, mais juste pour avoir une image, est-ce que tes médiums sont définis ou pas encore? Ben, déjà, tu sais, souvent, moi, mes projets naissent d'un désir d'aller vers quelque chose. Joan/Jean, c'était vraiment mon désir de jouer de la musique au sein de ma pratique parce que je jouais de la musique à l'extérieur de ma pratique pendant des années. Puis là, depuis que j'ai fait ma maîtrise, j'étais tellement dedans la création art actuelle que la musique me manquait. Ça fait que ça a donné ce projet-là. Cette fois-ci, c'est mon obsession pour des pierres précieuses. Puis à la Bitfundy, qui est vraiment le lieu du début de cette histoire-là de la communauté acadienne. C'est un site géologique fort intéressant. Ça fait que je commence tranquillement à apprendre à travailler ces pierres-là. Puis je veux aller dedans le genre de lexique de objets de magie, talismans, dérives historiques où l'Acadie était composée de sorciers et de sorcières à l'ère de la chasse aux sorciers et sorcières. Ça fait que visuellement, ben, il va y avoir des cailloux très jolis. Il va y avoir des genres de baguettes, instruments qui vont être comme des genres de sculptures. Il va y avoir des images de gens de l'histoire que je vais interpréter avec le peu de documentation qu'on a parce que je m'en vais vraiment dans l'ère, le 17e siècle, 18e siècle. Ça fait que je vais donner corps à des noms sur des morceaux de papier. Mes ancêtres que je sais qui ont existé parce qu'il y a eu des census, mais comme autre que ça, on en sait très peu sur eux et elles. Ça fait que voilà, ça. Eh bien, ça donne très envie. Donc, on va suivre ça au savoir avec grand intérêt. Merci beaucoup, Rémi. De ton côté, Marie-Ève, qu'est-ce qu'on doit guetter pour les projets à venir? Oui, je veux juste dire, effectivement, Rémi, wow, hâte de voir ça, d'avoir plus de détails. Ben, écoutez, moi, j'ai fait un retour à l'école à 34 ans. Donc là, je suis à ma dernière session au bac. En septembre, je commence la maîtrise en recherche-création parce que pour moi, la recherche et la création sont indissociables. Je fais jamais l'un sans l'autre. Euh, Puis ben c'est ça, moi j'ai un manuscrit là, depuis longtemps, mais puisque je suis une personne qui a quand même beaucoup de difficulté à figer les choses, j'arrive jamais au bout de ça. Mais là, justement, en faisant la maîtrise, puis en étant justement à l'université, j'essaie de travailler là-dessus, de pouvoir figer les choses, les laisser partir, les laisser aller, parce que jusqu'à la dernière seconde, moi, je retravaille tout, je réécris tout. Donc, un manuscrit en devenir. Sinon, aussi, en ce moment, je suis en train je fais de la direction littéraire chez Somme Toute. Donc, j'ai deux titres qui vont sortir, dont j'ai assuré la direction littéraire qui sortent en 2024. Euh, Puis, c'est ça. En fait, je prévois pour la maîtrise investir ce qu'on appelle l'autothéorie, une espèce de style littéraire là, qui vient peut-être un peu de Audre Lorde, qui, elle, a écrit une biomythographie avec Zami, nouvelle façon d'écrire mon nom. Donc, c'est de vraiment mélanger l'autofiction, mais aussi les théories, comme les théories du genre, les théories queer, les théories féministes, puis d'aller faire tisser un récit là-dedans, aller chercher un sens dans tout ça.
tout en inventant là, c'est ça, des nouveaux sens, des nouvelles temporalités, des nouveaux. Je suis vraiment dans ça en ce moment. Je réfléchis à ça, mais moi aussi, là, c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête. Mais ça viendra, ça s'en vient. Mais Voilà. ça concorde tout à fait avec l'étape de la création dans laquelle on est cette année au Sabord. Puis juste par curiosité aussi, là, parce qu'au début, tu as parlé de tes écritures de jeunesse qui étaient tes romans, que tu appelais tes romans. Est-ce que tu continues dans la voie de la poésie ou tu vas te tourner vers la prose? Comment ça se dessine pour toi? Ben, en fait, moi, je j'ai pas de style en particulier. J'écris un peu de tout, comme le manuscrit que je suis en train d'écrire. Il y a de la poésie, il y a de la prose, il y a du récit, il y a de la théorie. J'aime beaucoup mélanger tout, en fait, dans l'écriture. J'ai pas de cadre rigide, justement. Tout est flou. La vérité, l'imaginaire. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de Audre Lorde. C'est un peu une des pionnières parce que ça se fait depuis longtemps, mais ça fait pas si longtemps qu'on en parle de ces genres littéraires-là. Mais oui, moi, je vais aller explorer vraiment l'abolition des frontières finalement entre les genres littéraires. Puis, donc, la poésie, il y a des fois, je raconte quelque chose, puis il y a un poème qui apparaît comme ça. Puis, ben, il est juste là. Puis, c'est ça. Donc, C'est on c'est reste dans vraiment la comme ça. porosité. Ouais. Oui, c'est ça, exact. C'est très rare que j'écris juste une suite poétique comme j'ai fait pour le Sabord, là. Habituellement, OK. tout est mélangé, tout est. Ouais, il n'y a pas de style Hybride. précis avec des cadres rigides. Je suis pas capable, en fait, puis même dans mon poème, je l'ai dit, ma pensée ne rentre pas dans un cadre rigide, puis ça se reflète dans mon écriture et même dans ma vie, en fait. Si je peux aller jusque-là, là. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Ça donne très envie aussi. Puis on va suivre les titres chez Somme Toute en 2024. C'est déjà la fin. Je tiens à remercier tout le monde qui était là avec nous ce midi pour le lunch. Merci d'avoir été présente à cette conversation entre Rémi et Marie-Ève. Merci à vous, Rémi et Marie-Ève, d'avoir été là. C'était très intéressant de vous entendre et de voir les échos entre vos deux projets. Je tiens à remercier aussi l'équipe du Sabord qui a mis tout en place pour que ça se réalise. Donc, on a Dominique Mousseau qui a travaillé sur la maquette, qui est notre graphiste, Céline Gélina, nos stagiaires Nina Hott et Clémence Renaud-Allaire, les membres du comité de lecture et les membres du comité de rédaction, ainsi que tout le CA du Sabord. Je voulais aussi remercier là, nos partenaires, donc le CAC, le CALC, la Ville de Trois-Rivières et Patrimoine Canada de permettre ces projets-là. Je vous remercie tous et toutes. Merci à Merci à vous tous. deux. Merci à vous. Et on se retrouve pour une prochaine conversation avec autour du prochain numéro qui s'appellera Sororité, donc à suivre. Et pour l'instant, on va suivre vos projets aussi. Merci, au plaisir.